Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, développer l'esprit critique. C'est une des missions essentielles que l'école s'assigne. Mission pas impossible, mais diablement complexe. On va en parler avec l'auteur du formidable L'esprit critique pour les nuls, Thomas Durand, et l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité cinématographique avec la sortie aujourd'hui du nouveau film de Ridley Scott sur Napoléon. Les programmes, évidemment, ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, séquence loisirs créatifs avec un livre qui donne plein d'idées. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le conseil de famille de Candice Anzel. Votre enfant développe une passion dévorante. Faut-il l'encourager ou la réfréner? Elle vous donnera ses trucs. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. Le développement de l'esprit critique est au centre de la mission assignée au système éducatif français, présent dans de nombreux programmes d'enseignement, renforcé par l'attention désormais portée à l'éducation aux médias et à l'information. Le travail de formation des élèves au décryptage du réel et à la construction progressive d'un esprit éclairé, autonome et critique est une ambition majeure de l'école. Point. Fin de citation. Elle n'est pas de moi, elle est extraite d'Eduscol, c'est bien écrit. Eduscol, c'est le site internet de l'Éducation nationale, le site qui parle des programmes de l'Éducation nationale. Et cette mission, elle est facile à dire, plus difficile à réaliser. On en parle aujourd'hui avec Thomas Durand à l'occasion de la parution de l'Esprit critique pour les nuls chez First. Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes mais très bien, et vous-même? Ça va bien. Moi, ça va, sauf quand je m'impose la lecture avec le ton de circulaire de l'Éducation nationale. Mais je le mets je fais avec beaucoup d'âme. Vous êtes docteur en biologie. Oui. Vidéaste web, vous allez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez la tronche en biais, vous arriverez sur le bon site internet, la bonne plateforme. Et zététicien? Oui, c'est pas grave. La zététique, c'est l'art du doute. C'est un mot grec, ou grec qui veut dire qui examine, qui cherche. En gros, c'est se montrer sceptique et méthodique dans l'usage du doute. Donc, on ne croit pas tout, on ne rejette pas tout. Et alors, comment est-ce qu'on dose? C'est compliqué. Et donc, on a quelques petits trucs, des outils de la philosophie, des sciences, on mélange un peu tout ça. Et on essaye de rendre les gens plus autonomes, justement. C'est un peu plus que ça, quand même. C'est quasiment une discipline scientifique. C'est une discipline de pensée, à tout le moins. Oui, non, c'est une école de pensée. Une école de pensée. C'est un mouvement culturel. C'est des gens qui s'intéressent aux sciences, à la philosophie, à la connaissance. Et historiquement, la zététique s'intéresse au paranormal. C'est-à-dire que, comme outil de fond... Moi, je l'ai découvert de la zététique avec des gens qui débunkaient des tours de magie en disant « ça marche pas ». Voilà. Uri Geller, il vous trompe. Mais Uri Geller, c'est de la magie dans le sens où c'est un truc. Ouais. Il y a un truc, donc ça marche. Mais voilà. Oui, ça marche, c'est ça, le truc marche. Donc voilà, mais les gens qui croient aux visites extraterrestres, qui croient à la vie après la mort et aux messages après la mort, il y a des raisons d'y croire. Est-ce que c'est des bonnes raisons? Nous, on se demande, attendez, avant d'y croire, il y a des hypothèses parcimonieuses, des hypothèses coûteuses, peut-être qu'on peut préférer les parcimonieuses. Donc la zététique, historiquement, c'était une approche un peu du paranormal comme outil. On sait bien, a priori, que la Terre n'est pas plate. Sur ce plateau. Ouais. Mais il y a des gens, peu nombreux, qui croient que la Terre est plate. Du coup, comment on leur parle? Comment nous, on sait que la Terre est ronde? Les gens qui savent que la Terre est ronde, ils le croient d'abord, mais est-ce qu'ils le savent vraiment? Oui, c'est ça. Il y a une différence. La différence entre croyance et savoir. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous un esprit critique, dites-vous dans le bouquin, mais pas tous tout le temps, et pas tous sur tous les sujets. Voilà, ça dépend. Voilà. L'esprit critique, c'est une expression qu'on emploie facilement, je le fais depuis le début de l'émission, pourtant pas facile à définir. Voilà. C'est comme le vivant. La NASA a proposé 124 définitions du vivant, c'est compliqué à définir, donc on a une définition qui marche bien, et pourtant, les biologistes travaillent depuis longtemps et font des progrès sans qu'on ait des définitions précises. L'esprit critique ou la pensée critique, c'est pareil, il y a des chercheurs en sciences de l'éducation, en philosophie, en épistémologie, qui ont des définitions qui marchent, mais pas parfaites, donc on sait bien qu'on a des limites. Et donc se rappeler que l'esprit critique, en tant qu'objet, n'est pas bien défini, fait partie de la démarche de l'esprit critique qui consiste à se rappeler que tous nos concepts sont un petit peu faux. Et qu'on peut tous un peu les interroger et que, comme vous le disiez dans le bouquin, on a tous un esprit critique, mais pas tout le temps et pas sur tous les sujets. C'est distinct de l'intelligence, en revanche, ça vous insistez beaucoup là-dessus. Oui, alors, pour être un penseur... Qui elle aussi est compliquée à définir par ailleurs, mais bref. On a le QI, ça marche bien, voilà. Mais c'est sommaire. Je ne suis pas expert. D'ailleurs, je ne suis pas expert de ce dont je vous parle. J'ai compulsé... Vous croyez que je suis expert de rien du tout. C'est vrai, j'en fais pas de livre. Enfin, voilà, moi j'ai fait le bouquin, il y a ma tête dessus. D'ailleurs, il y a une page où je dis pourquoi. Et donc j'ai interrogé des experts. Donc j'ai 10 interviews dans le livre qui sont importantes. Et je ne sais plus ce que vous voulez dire. J'étais en train de vous interroger sur la distinction avec l'intelligence. Voilà. Et donc, pour être un penseur critique, il faut des connaissances. Si on ne connaît rien sur rien, on ne peut pas avoir un jugement. Donc il faut que l'école fasse son job. Être intelligent, par contre, l'école ne peut pas grand-chose, mais enfin, on peut stimuler un petit peu. Et les tests d'intelligence mesurent ce qu'on peut faire lorsqu'on est en situation où on sait qu'on est interrogé.
Or, la pensée critique, c'est lorsqu'il faut qu'on allume notre système 2, le système qui dit « Ah mince, est-ce que ce que je crois est vrai ?» Et on avait révisé Système 1, Système 2 il n'y a pas longtemps avec Olivier Houdet dans cette émission. Voilà, la capacité à allumer le Système 2, c'est là que ça se joue en fait. Et une bonne idée de ne pas l'allumer tout seul. Vous dites que penser par soi-même, c'est un totem dangereux. Et qu'en fait, on est quand même un peu moins... on se fait un peu moins prendre quand on s'y met à plusieurs. Il n'y a personne qui... On n'a jamais élevé un cerveau dans une cuve en laboratoire tout seul. Hein. Les cerveaux se cultivent dans des têtes, dans des gens, dans des... Avec des corps, des émotions. Voilà. Donc, le penser par soi-même, c'est un projet sympa, mais ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'on pense par soi-même en utilisant les mots des autres. J'ai inventé aucun mot. Hein. Enfin, un ou deux, mais personne les utilise. Donc, on pense avec les idées des autres. On les fait siennes, on les discute. Mais la personne qui veut penser par elle-même tout seul dans son coin a peu de chances d'être intéressante pour les autres. Il y a un point qui traverse le bouquin, c'est la notion de doute. Ce que je voudrais qu'on voit, mais ce sera juste après l'anti-sèche, c'est la distinction entre le doute du complotiste, parce que finalement c'est quelqu'un qui doute, et le doute du scientifique, qui n'est pas tout à fait de même nature. Exercer son esprit critique, c'est aussi penser contre cerveau. Peut-on lire dans l'esprit critique pour les nuls? On retrouve Thomas Durand juste après l'anti-sèche. Cécile, bonjour. Bonjour. L'Anti-Sèche, c'est le moment où on regarde l'actualité qui résonne avec les programmes scolaires. Aujourd'hui, vous ne pouviez pas manquer la sortie sur nos écrans du très attendu film Napoléon de Ridley Scott. Ouais. Bande-annonce? Oui, tout de suite. Allez, bande-annonce. Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en second. Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau et je l'ai placée sur ma tête. Bon, au vu de ces images, il y a une volonté de reconstitution historique, mais qu'en est-il vraiment? Oui, alors effectivement, il y a tout. Il y a beaucoup, parce qu'il y a quand même 2h30 et quelques de films, donc ça laisse le temps de dire des choses et de montrer des choses. Mais attention, certains historiens ont déjà pointé quelques erreurs, notamment lorsqu'on voit Marie-Antoinette monter à l'échafaud. Elle porte les cheveux longs, et en réalité, les condamnés à mort avaient les cheveux coupés courts, car les cheveux auraient pu empêcher la lampe de trancher. Donc Ridley Scott s'est déjà défendu en expliquant que ce n'était pas un film historique ni un documentaire universitaire, mais plutôt une vision, une fiction autour du destin de Napoléon Bonaparte. Ok, avec tout de même quelques faits historiques. Ah oui, quand même, hein, oui, effectivement. Il a du mal à nier. Oui, il y en a quand même beaucoup. On le voit remporter le siège de Toulon en décembre 1793, bataille qui lui vaudra d'être nommé général de brigade. Ensuite, il mate une insurrection royaliste de manière expéditive. Il fait tirer des boulets de canon dans la foule, purement et simplement. Puis il y a les campagnes d'Égypte en 1798 contre les Anglais. Il va abandonner précipitamment ses soldats. La raison... Pourquoi ? Oh là là, quel acteur. Dans le film, c'est parce qu'il apprend que sa femme Joséphine le trompe. Alors il rentre pour mettre de l'ordre dans son vie de couple. Ah ouais. En réalité, il est rentré pour sauver le directoire et prendre le pouvoir. Ah ouais. On est loin de l'amoureux transi. Pouvoir dont il ne sent pas, oui. À ce moment-là. On le voit fomenter un coup d'État contre le directoire dont il ressort gagnant. Il devient premier consul, et de premier consul, il devient empereur en 1804, avec cette scène célèbre qu'on a vue dans l'extrait. Lui-même. Le secours lui-même. Et d'ailleurs, on a l'impression que Ridley Scott s'est inspiré du célèbre tableau de David, le sacre de Napoléon. Il y a d'autres images dans le film qui fait penser à d'autres tableaux, à vous de voir. On a évidemment le droit à la bataille d'Austerlitz, plus réaliste que jamais. On ressent le froid, la fatigue, la douleur et ce guet-apens sur un lac gelé, filmé au plus près de l'action. C'est à voir. Puis les campagnes russes, où là, c'est une véritable débandade. Napoléon perd 560 000 hommes. À son retour, ça lui vaut l'exil. Il est condamné à l'exil pour 1 an à l'île d'Elbe. Il revient. Là, c'est la bataille de Waterloo. Et ça se termine mal. Il perd. Et ça se termine mal puisqu'il est fait prisonnier et renvoyé sur l'île à Sainte-Hélène où il meurt en 1821 à l'âge de 52 ans. Bon, il y a des petites libertés avec l'histoire. On va quand même le voir. Pourquoi les collégiens, les lycéens? Alors, on va le voir plutôt, j'ai envie de dire, les lycéens. D'accord. Plutôt parce qu'il y a des images assez sanglantes, j'avoue. D'accord. Et puis d'autres images à peut-être pas mettre à voir devant tous les yeux. Mais il y a quand même... Vous voulez dire des images olé olé? Un petit peu olé olé. D'accord.
Et bon, moi, je trouve que ça donne des grands repères. Ouais. Moi qui ne suis pas féru de Napoléon, forcément, ça donne des grands repères. Donc, je pense qu'il faut aller Et le puis voir après, quand on va même. voir un bouquin sérieux et on fait le... Voilà, exactement. Et on voit les on fait le batailles tri. en 3D, c'est quand même agréable. Enfin, en 3D, en vrai. Et bon, petite gênance quand même, c'est en anglais. Donc Napoléon qui dit I love Friends. Ça vous a fait bizarre. C'est un peu bizarre. Ça vous a fait bizarre. Un petit Bon, peu. il faut avoir du temps, 2h38. Hein. 2h38, ça passe très vite. Mais je vous assure Cool. qu'il va y avoir une version de 4h10 que Ridley Scott vient de mettre sur les plateformes. D'accord. Donc, Mais sans attendre, on a les 2h38 qu'on peut aller voir en salle. Exactement. On se retrouve pour la récré avec Cécile. Thomas Durand, grand oral. J'ai introduit l'émission en citant les robustes espoirs que l'éducation nationale place dans l'éducation à l'esprit critique. Il en est question du rôle de l'école dans le livre L'esprit critique pour les nuls de Thomas Durand. J'ai promis de vous poser une question, je vous la pose sur le doute, parce que c'est quelque chose qui revient aussi en permanence, y compris dans le langage courant, il faut douter. Et quand on entend un certain nombre de personnes qui colportent des fausses nouvelles ou qui ont des thèses complotistes, ils disent bah oui, mais nous on doute. Voilà. Alors, en quoi ce doute est distinct du doute, typiquement, du docteur en biologie que vous êtes, par exemple? Oui, mais semer le doute, ça veut dire foutre un peu le boxon, quoi. Ouais. Alors, on a le doute méthodique qui consiste à dire, avant de croire quelque chose, je me donne un peu de champ pour vérifier, pour avoir des bonnes raisons. Et puis, il y a le soupçon. Le complotiste, il ne doute pas, il soupçonne. Et le doute, ça consiste à me demander quelles sont les raisons que j'ai de croire. Et le soupçon, c'est, mais pourquoi est-ce qu'on veut que je croie? Et donc, c'est déjà être dans l'attribution causale, l'attribution mentale. Et donc, on cherche les projets des autres. On n'a jamais accès à la tête. Déjà, on a du mal à avoir accès des fois à ce qu'on pense. Alors, avoir accès à ce que pensent les autres, on ne peut pas. Et donc, le complotisme, il y a des complots, bien sûr. Mais quand vous pensez forcément que tout ce qui arrive est programmé par des gens qui veulent le mal, alors d'abord, ils sont très efficaces, parce que apparemment, tout ce qui se produit, quelqu'un l'a décidé. Or, quand on regarde un petit peu comment on est dirigé par des homo sapiens, qui sont des primates, hein, on se rend compte que voilà, on est quand même loin même Napoléon, quoi, il s'est planté à un moment donné. Donc, au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc, le doute, voilà, c'est les climato-sceptiques ne sont pas sceptiques, ils sont soupçonneux et complotistes parfois. Qu'on leur mente sur la réalité du réchauffement climatique. Leur point de vue est intéressant. On peut douter de la science, bien sûr, mais il faut avoir de bonnes raisons. Il faut avoir de bonnes raisons et ne pas nier la connaissance, ne pas nier la science. Vous revenez à plusieurs reprises sur le rôle de l'école dans les entretiens que vous menez, effectivement, cette douzaine de grands entretiens. Donc ça s'enseigne l'esprit civique? L'esprit critique, c'est... Critique. Oh, joli lapsus. Il est pas mal quand même, vous avez pu le reprendre. Pour être civique, il faut une pensée critique. Bah oui, c'est pour ça. Non, mais... En démocratie, si les gens n'ont pas de pensée critique, ça voilà, fait une image. Je l'assume. C'est déjà arrivé. Hein. Donc, l'école le fait déjà. Moi, je n'ai rien à apprendre aux profs. Les profs savent déjà que les enfants de 6 ans ont de la pensée critique, qu'ils n'acceptent pas tout ce qu'on leur raconte, qu'ils proposent des hypothèses, qu'ils les testent, c'est pas de problème. Mais est-ce que l'école, dans son ensemble, parce que pas les profs, mais l'école dans son ensemble, stimule ça, ou est plutôt dans un formatage où il faut être scolaire, il faut apprendre par cœur et restituer? Bon, j'ai un avis personnel, parce que j'ai pas eu... Que vous allez partager? Oui, j'ai pas eu un parcours scolaire où j'étais très heureux. Donc j'ai l'impression qu'en effet, on découpe en silos. Ouais, j'ai pas de solution. Donc je ne vais pas prétendre, mais en tout cas, on a des chercheurs qui s'intéressent à comment on enseigne, qui disent on a des pistes, et à l'heure actuelle, on est en train de chercher. C'est-à-dire que c'est un sujet important, et on n'a pas les réponses. Mais il y a des gens qui cherchent actuellement, et je pense que dans 3-4 ans, ils auront trouvé un peu. On aura au moins, on pourrait évaluer ce qui marche mieux que d'autres. Vous l'avez dit, parlant de la zététique, vous le dites quasiment dans tout le bouquin, la frontière entre philosophie et science, c'est une frontière extraordinairement poreuse. Donc est-ce qu'à l'école, on ne pourrait pas aussi un petit peu créer de la porosité entre les différentes disciplines? Parce que finalement, tout ça dialogue. Tout à l'heure, quand je disais qu'on rattachait automatiquement Napoléon au cours d'histoire, j'aurais pu tout aussi bien dire de l'éducation civique. Dans le code Napoléon et toutes les lois qui ont suivi nous ont marqué et nous marquent encore aujourd'hui. Pourquoi pas la littérature, puisqu'on le retrouve dans la littérature. Enfin bref, ça dialogue en permanence. Après, voilà, c'est comment on construit l'école. J'ai pas la prétention de savoir, mais il faut bien segmenter un peu les choses. Mais la philosophie et les sciences, c'est pas censé être séparé. Et en France, on a l'idée que la philosophie est une discipline littéraire. Monumentale erreur. La science, c'est de la philosophie. Expérimentale, appliquée, etc. Mais la philo, c'est se demander, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et la science ne répond pas au bien ou au mal, mais au vrai ou au faux. En tout cas, elle apporte un éclairage. Et qui peut enseigner la pensée critique? Il y a peut-être les profs documentalistes qui sont à l'interface, parce que déjà, ils font une partie du job en enseignant comment on consulte un document, comment on se documente sur Internet, comment on navigue, etc. Ça, c'est une des grandes étapes. Et l'autre étape, c'est moi, indépendamment de ce que je reçois, comment mes propres croyances me biaisent à vouloir consommer, à vouloir croire, à vouloir écouter.
Il y a un point également auquel il faut se préparer si on veut déployer une pensée critique, dites-vous. Pas certain que l'école y prépare forcément, c'est d'apprendre à se connaître. Voilà, c'est plus le développement personnel. Ouais, mais vous y insistez beaucoup, y compris en disant attention à certaines dérives d'ailleurs. Mais oui, il y a une offre pléthorique chez les coachs, chez les développements personnels. Ça montre qu'il y a une attente, qu'il y a une demande. Bon, je pense que l'offre, elle est en général bullshit. On peut dire le mot bullshit. Ouais. C'est souvent. Alors, il y a de la bonne volonté, il y a des bons sentiments, mais ça repose un peu sur de la pensée magique et sur le fait que quand on veut, on peut. Quand on veut, non. Des fois, on peut pas. Parfois, on peut pas. Et donc voilà, évidemment que il ne faut pas formater les gens. Chacun doit pouvoir trouver un petit peu qui il est. Mais pour ça, il faut se demander qui on est. Et si on n'apprend pas à se questionner et à accepter qu'on n'est peut-être pas forcément celui qu'on croyait et que c'est pas grave et qu'on peut changer de parcours, de métier, de ce qu'on veut. Et voilà. Enfin, je ne sais pas si je vous réponds. Mais... Oui, ça répond, absolument. Et puis il y a le reste des réponses dans l'esprit éthique pour les nuls, avec plein d'entretiens et surtout plein d'exemples, plein d'infos données par Thomas Durand qu'on retrouve juste après la récré. Cécile Fournier. C'est ce qu'il préfère, Thomas, la récré, il dit. Et ouais. Et vous aimez les loisirs créatifs, Thomas? Oui, tous les jours. C'est vrai. Vous êtes venu avec un petit livre. Un gros livre. Un gros livre. Oh, il y en a des pages. Oui, presque. Je vous présente ce livre, Mon petit souk d'idées par Karine de Martin et Loardi aux éditions Très Daniel qui est sorti. Donc, on y trouve 100 idées de création en tout genre pour les 3 à 11 ans. Hein. Cela va de la carte de vœux à la création de son propre cherche-et-trouve pirate. Voilà, donc. C'est un souk drôlement organisé quand même. Oui, c'est très organisé. Hein, je le feuillette. Oui, bien sûr. On trouve la liste du matériel nécessaire au début. Tout est accessible. Le matériel, vous l'avez chez vous sans aucun souci. Peut-être un peu plus difficile de trouver la boule en plexiglas et encore. Ensuite, c'est chapitré. Il y a 26 chapitres qui correspondent aux 26 lettres de l'alphabet. Donc, vous avez E, Emmanuel, comme émotion, ou T, Thomas, comme transport. Voilà, je suis désolée. Chaque activité est illustrée avec le résultat escompté, heureusement, parce que comme ça, on sait où on va. Et après, c'est un pas à pas. Hein, donc voilà. Et à chaque activité, vous avez le matériel nécessaire. Et parfois, il y a des encadrés, que je vais vous montrer de ce pas, si j'en trouve un. Il y a des encadrés où il y a écrit pour les plus petits ou pour les plus grands. Comme ça, on intègre toute la famille. C'est des petits encadrés bébés voilà, là en bas de la page. Là, remplacer ça par ça, remplacer d'une. Mais ça, c'est futé, parce que ça veut dire qu'on peut garder le bouquin. Longtemps, et puis surtout, ça intègre toute la famille. Les petits frères, les grandes sœurs. Voilà. C'est quelque chose qui vous a particulièrement plu, vous? Alors, moi, je tourne ma page, je ne sais même plus. Oui, moi, je me suis amusée à faire ça. Maman, regarde. J'ai travaillé aujourd'hui. C'est joli, hein? C'est moi qui l'ai fait. C'est un arbre des neiges. Je vous le montre. C'est un what? Non, un arfang, oui. Un Afghan des neiges. N'importe quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. Je suis pas loin. Je suis assez fière. Non, en fait, trêve de plaisanterie, ce qui m'a amusé dans ce truc-là, c'est qu'il y a une astuce pour étirer la peinture. Elle utilise une fourchette. Et des trucs comme ça, Karine, elle en a plein. Tout au long du livre, on peut se servir d'une brique de jeu. Vous avez une célèbre brique de jeu pour faire des poids, etc. Il y a des petites choses comme ça, et je trouve ça assez amusant. Autrice ou auteur qui n'est pas une inconnue. Pas du tout. Karine Martin et Loardi a 129 000 followers sur son compte Instagram qui s'appelle Je vous le donne en 1000. Mon petit souk d'idées. Elle-même est maman de 2 enfants. Elle a commencé à proposer des activités manuelles sur son compte et puis ça a fonctionné. Et voilà. D'accord. C'est ce qu'on retrouve dans le bouquin? Oui, on retrouve des activités un petit peu qu'on trouve sur son compte, mais surtout il y a beaucoup de nouveautés. Elle y a tenu. Voilà. Super. Mon petit souk d'idées. Voilà. Édition Très Daniel. Tellement fière. Montrez-le, vous. Je te montre. Ben voilà, c'est la fin. Ça vous a plu la récré? C'est le moment préféré? L'arfang des neiges, c'est un très bel oiseau. Très belle, et qu'on reconnaît immédiatement. Je vous l'offre. Non, je ne peux pas vous récupérer. Grand oral, Thomas Durand. Il est mis à rude épreuve notre esprit critique depuis l'avènement des réseaux sociaux. Même si les menteurs, les manipulateurs existaient jusque-là, il fallait tout de même montrer un minimum patte blanche pour se faire publier. Aujourd'hui, tout peut circuler, il suffit d'appuyer sur un bouton et ça a accru la diffusion d'un certain nombre de fausses informations, du complotisme. Ce que vous montrez aussi, c'est que de l'esprit critique au complotisme, c'est un continuum, c'est pas une rupture, c'est pas un moment où... alors vous nous avez dit, il y a le passage à l'ère du soupçon, c'est un bon indice, mais dans la démarche méthodologique du complotisme, c'est pas, voilà, il n'y a pas 2 mondes complètement séparés, quoi. Disons que commencer par se demander est-ce que ce que j'entends est vrai, c'est très sain. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui nous mentent? D'accord. Mais avoir ces grilles de lecture comme analyse ultime,
Si je vous mets sur la table qu'il y a un complot, voilà, qui vous empêche de croire quelque chose, une fois que vous l'avez accepté, toute preuve que le complot est faux est une preuve que le complot est bien fait. Oui, et c'est fini. C'est pour pas que je m'en rende compte. Ouais. Donc c'est pas une méthode prudente, c'est imprudent. Une des caractéristiques de ces systèmes de pensée, c'est qu'ils offrent des réponses simples, rapides, prêtes à consommer à des problématiques qui sont extrêmement complexes et sur lesquelles il faut du temps pour expliquer. Vous en prenez d'ailleurs, vous, du temps pour démonter un certain nombre de choses. Alors c'est vrai, oui et non, parce que parfois, le platisme, c'est compliqué. Ouais. Parce que le platiste, il faut qu'il explique pourquoi on observe que les planètes sont rondes autour de nous et pas la Terre. Donc ils sont obligés de construire un système avec des hypothèses. Un contre-système qui à cohérent. la fin devient très compliqué. Et finalement, le système avec les orbites autour du Soleil est relativement plus simple. Hein. Donc oui, bien souvent, ce qui est simple, c'est quand le récit a des méchants et des gentils. Ça, en général, on aime bien. Quand le méchant est identifié, c'est un mec qu'on n'aime pas. Encore mieux. Cette polarisation, les réseaux, les algorithmes numériques, évidemment, ça amplifie ça à mort parce que on est nourri de ça et on va cliquer. Et les émotions, le dégoût et la colère, c'est ce qui marche le mieux. Donc la pensée complotiste se nourrit de ça. Et donc ça crée un climat absolument dégueulasse où vous êtes soupçonné de... Moi, je suis soupçonné d'être... je suis à la solde des jésuites, des Illuminati, du gouvernement et des ultra-gauchistes. Je savais pour les Illuminati, mais j'avais vous avez échappé. Et mes chèques n'arrivent pas. Je suis à la solde de tout le monde. Voilà, mais bon. Ça ne paye pas. Ah, vous dire qu'on ne vous paye pas? Je sais pas, ou alors peut-être c'est un compte tellement secret que je ne suis pas au courant. Bon. Évidemment que c'est un compte secret, parce que si vous êtes à la solde de tout ce beau monde, vous avez planqué l'argent et vous êtes dans des files. Donc, on va vous trouver dans les Panama Papers. On en rigole et il y a des caricatures, mais la plupart des gens sont raisonnables. Les vrais complotistes, Arthur, ils sont à 4-5%. C'est beaucoup, mais les 20% qui rejettent le consensus, c'est pas des gens fous, tarés ou extrémistes, c'est des gens à qui on n'a pas donné de bonnes raisons d'avoir confiance. Dans ces raisons, il y a la façon dont on construit l'attitude qu'on peut avoir. Vous recommandez quelques attitudes quand même, notamment celle du penseur sceptique. Ça vient d'ailleurs assez tôt dans le bouquin, je le dis à la fin, mais vous faites une éloge du scepticisme. Alors, que vous allez définir, là, pour le coup, c'est important. C'est le scepticisme au sens philosophique du terme. C'est la même chose. Alors, c'est pas le scepticisme antique à la Pyrrhon où on ne croit rien. C'est de se rappeler que tout ce qu'on sait pourrait être un petit peu faux. La Terre n'est pas ronde. Elle est globulaire, elle est géodésique. En fait, la Terre est la forme de la Terre. Hein. Si on voulait faire une maquette de la Terre qui soit absolument rigoureuse, il faudrait qu'elle soit à l'échelle 1. Donc, toute maquette plus petite, elle est un peu fausse. Donc, le sceptique, il sait que tous nos modèles sont faux, toutes nos théories sont un peu fausses, parce que c'est des modèles qui ne collent pas vraiment au réel. Mais malgré tout, ils sont utiles, ces modèles. Donc, il faut bien les accepter. Et donc, on ne va pas tout rejeter, mais il faut bien qu'on accepte des choses, parce qu'en plus, on doit vivre en société. On ne va pas pouvoir virer tout le monde de la planète et être tout seul sur Terre. Ça n'arrivera pas, donc il faut vivre avec les autres. Et pour ça, il faut se mettre d'accord sur c'est quoi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, en gros. Et la plupart des gens sont bien équipés pour. Les gens vraiment bêtes, vraiment limités, vraiment qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit, c'est rare. Mais on s'énerve trop vite. Et comme on s'énerve, on n'écoute pas l'autre. Et l'autre qui va dire... Moi, je pense que le vaccin, ça ne marche pas parce que c'était financé par telle et telle chose. Dans ce qu'il dit, il faut écouter qu'il n'a pas trouvé les bonnes raisons d'avoir confiance. Bon, et il faut les trouver, ces raisons-là. Et peut-être qu'elles existent, mais peut-être qu'il faut l'aider à les trouver. Et faire preuve... Peut-être qu'elles ne sont pas encore vraiment assez solides. Il a raison. Ouais, et ce sera ma dernière question en moins d'une minute, c'est faire preuve de ce que vous appelez l'empathie cognitive, finalement. Voilà. Se rappeler que si j'étais à la place de l'autre, avec les informations qu'il a et son parcours, je penserais sans doute comme lui. Bon, ça permet de se calmer et peut-être ne pas forcément essayer de convaincre tout le monde sur Internet. Votre temps est précieux, faites autre chose, les gens. Convainquez plutôt votre voisin ou votre grand-mère ou, ou des amis avec qui vous avez une relation importante. Discutez avec eux et écoutez-les avant de chercher à imposer un truc que, même si vous avez raison, il faut écouter d'abord. Et être capable de dire qu'on n'a pas un avis sur tout. Moi, j'ai un avis sur l'esprit critique pour les nuls de Thomas Durand, c'est que ça m'a absolument passionné. Je vous le recommande très, très vivement. Thomas, je vous remercie d'être avec nous. Vous restez si vous voulez bien. On est une coach, vous n'avez pas les coachs, mais c'est une coach pas comme les autres. Vous allez voir, c'est Candy sans elle. C'est sur des conseils, on va admettre, hein, c'est ça. Cécile, merci beaucoup. Conseil de famille, Candy sans elle.
Comme chaque semaine, le plaisir de retrouver Candice Anzel. Candice, bonjour. Bonjour. Conseil de famille, notre rendez-vous autour des questions de parentalité. Un enfant qui déclare une passion, ça peut être absolument formidable. Quel rôle on peut jouer? Je crois que c'est du vécu. Là, en ce moment, écoutez, je vous fais le topo. Je me réveille à 7h du matin, en sursaut, tout simplement parce que le bruit répétitif arrive en provenance de la cuisine. Je me demande ce que c'est. Et puis là, je trouve mon fils en train de jongler avec une orange. Bref, tout est normal. Donc, maintenant qu'il est fan de foot, simplement pour suivre une conversation, je me suis mise à parler mercato, transfert et statistiques de joueurs. Donc, je l'écoute parler tactique et technique de marquage. Bon, sans rien comprendre, je vous l'avoue, mais finalement, c'est pas très grave parce qu'il cherche pas finalement une entraîneuse, mais il cherche juste simplement quelqu'un avec qui partager sa passion. Alors, du coup, je m'y suis mise. Alors bien sûr, il y a les entraînements interminables qui finissent le soir et qui font dîner tout le monde à 21h, les tournois le week-end qui nous contraignent à tout faire en fonction, et évidemment, le voir investi comme ça et heureux à chaque match, surtout quand il marque, évidemment, ça n'a pas de prix. Bon, donc on continue. Donc on continue mon bilan après plus d'1 an en club. Alors, je commence à connaître chaque terrain de football à peu près 60 km de chez moi. Je suis devenue supportrice inconditionnelle, chauffeur de taxi, experte en récupération de ballons. Non, vous avez l'air heureuse. Vous avez des conseils à donner alors aux parents qui ont des enfants passionnés? Alors, lorsque nos enfants développent une passion, que ce soit pour la danse acrobatique, l'aquaponie ou même la collection de cailloux, en tant que parents, notre rôle essentiel, c'est vraiment de les soutenir dans leur enthousiasme. Alors, la première étape, ça va être d'écouter attentivement tout ce que notre enfant a à dire sur cette passion. Et ça peut être long, très long. Ça peut durer tout un dîner. Alors, parfois, il peut sentir que, effectivement... vous avez un intérêt sincère. Oui, alors ça, c'est évidemment, j'ai un intérêt sincère, même si je ne suis pas fan de foot. Je me mets, en tout cas, à sa disposition, évidemment. Et je crois en lui, je lui montre que sa passion, elle est précieuse, qu'il est capable d'atteindre son objectif. Finalement, un enfant, sa passion, ça le fait vibrer, ça le captive, ça le rend heureux, mais il y pense constamment et parfois il peut même en rêver. Donc, on va profiter de ça et on va aller avec lui lister ce qui est source de plaisir dans cette activité. On va lui proposer d'aller creuser. Qu'est-ce qui te plaît ? Pourquoi ça te plaît? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu découvres sur toi finalement avec cette passion? J'ai une maman formidable, elle s'appelle Candice. C'est ça la bonne réponse? Non, pas forcément. Ah bon, en fait, l'idée c'est que comme on va l'encourager à se poser ce genre de questions sur ses motivations, ça va lui permettre de développer finalement aussi d'autres capacités. Une capacité à faire un retour sur soi. Alors, à faire un tour sur soi, à faire des choix éclairés dans sa vie, mais aussi par exemple à rédiger une lettre de motivation plus tard, ou à répondre lors d'un entretien d'embauche, parce que finalement, il aura fait cette introspection et il saura pourquoi il répond en fait les bonnes questions. Pourquoi il a cette passion? Est-ce que c'est important également que les parents s'investissent dans cette passion? Quel rôle peuvent-ils jouer en dehors de faire chauffeur de taxi Alors, dans l'idéal, évidemment, ce serait mieux, en fonction de la disponibilité de chacun, d'aller assister effectivement à ces représentations, ou si simplement il y a des événements qui pourraient l'intéresser, l'accompagner. Mais finalement, dans la vie d'un passionné, comme il y a des hauts et des bas, notre rôle, par exemple, ça va être d'être un support émotionnel. Par exemple, si votre enfant si ça marche pas, sentez que il a des difficultés, qu'il baisse un peu les bras, n'hésitez pas finalement à insister sur le fait que l'échec, ça fait vraiment partie du processus d'apprentissage. Et rappelez-lui que quand on se plante, on pousse. Après tout, combien faut-il faire de tirs ratés pour pouvoir mettre un but en pleine lucarne? Quelques-uns. Est-ce que cette passion devient dévorante, qu'elle prend toute la place? Alors ça, c'est un peu le problème. Je mange plus, j'ai plus envie d'aller à l'école. Ça, c'est quand même pénible. Bon, ça arrive quand même assez rarement. Ce qui se passe surtout, c'est au niveau des devoirs. C'est ça. Le problème, c'est que ça envahit tout. Alors, dans ces situations, notre rôle de parent, ça va être double. Par exemple, vous devez encourager la passion de votre enfant, le guider, mais en même temps, vous allez l'aider à comprendre que finalement, cette passion elle doit rester dans le cadre des loisirs, même s'il est persuadé d'être le prochain Mbappé. Donc, premier indice que cette passion débordante... Sauf si c'est le prochain Mbappé. Non. Ça arrive. Oui. Il fait comment Mbappé si ses parents disent que c'est pas le prochain Mbappé qui ne vient pas Mbappé? Justement, on va équilibrer. Ah oui, d'accord. Parce que Mbappé, il a quand même fait des études. Tu peux. Un petit peu, mais c'est nécessaire. Il faut quand même pouvoir. On va surtout sur ça, on va le dire. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on se pète la jambe, les ligaments et qu'on ne peut plus jouer? Là, on est bien embêté. Voilà. Donc, on va assurer quand même si on a un prochain Mbappé, on va assurer quand même son avenir. Alors, premier indice, donc les devoirs sont bâclés, les notes chutent. Qu'est-ce qu'on fait? On est ferme, on est bienveillant, en lui expliquant qu'il y a donc ce juste équilibre à trouver entre sa passion et ses obligations scolaires et qu'il est nécessaire d'élaborer donc des solutions ensemble. Faire ses devoirs, de toute manière, ça sera jamais aussi exaltant
que la passion qui l'habite, et ça c'est normal, mais il doit en prendre conscience. Donc tout comme le temps investi dans cette passion ne peut pas se faire évidemment au détriment des devoirs. Donc on va l'encourager à gérer son temps de manière efficace, à trouver l'équilibre et à planifier finalement ses activités pour pouvoir justement respecter ses responsabilités et ses engagements. Donc par exemple, on va créer ensemble un planning coloré, où il pourra consacrer du temps à sa passion tout en gardant du temps pour le reste et notamment ses obligations. Alors vous pouvez aussi l'aider à lui montrer que réussir ses devoirs, ça peut être l'occasion pour lui de se dépasser, de se challenger. Pourquoi pas mettre à profit toutes les compétences acquises dans la pratique de sa passion au service d'autres domaines. Votre enfant est passionné de cuisine, faites des maths et de la chimie en même temps. Pendant la recette. Et vous réussirez vos mayonnaises. Il se passionne pour les mangas, proposez-lui un concours de lecture et également de travailler son orthographe en même temps. Bref, tout est bon pour le motiver. Enfin, je voulais souhaiter bon courage à tous les parents qui ont des enfants qui se passionnent pour le saxo, pour le trombone, pour la trompette. La batterie. Écoutez, alors la batterie quand même, elle peut être électrique maintenant. Ouais. Donc ça va. Le violon ? Écoutez, mettez des boules de caisse et accrochez-vous. C'est pas vrai du tout, ça s'est pas passé comme ça. Maman. Candice, merci beaucoup. Merci aussi à Thomas Durand. L'esprit critique pour les lunes, je le rappelle, c'est chez First. Exercer son esprit critique, c'est penser contre son cerveau. C'est le sous-titre. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aussi, avec au son Gauvin Bonizek, Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.